Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau bulletin d'information de 22 heures dont voici les grands titres. Présidence de la République, les représentants de la société chinoise Touch Road International Holding Group rencontrent le président de la République. Et concernant les communes, mise en place officielle des conseils des quartiers. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Une délégation d'hommes d'affaires chinois reçue par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a reçu ce matin au palais présidentiel une très forte et importante délégation d'investisseurs chinois, dont le président directeur général du Touch Road International Holding Group, He Liu. Ces hommes d'affaires envisagent d'investir à Djibouti, ce qui va permettre de consolider les relations bilatérales et d'ouvrir le marché national et régional à une multitude d'entreprises. Rappelons que Djibouti est une porte d'entrée pour le reste du continent et principalement les pays d'Afrique de l'Est. La société dénommée Touch Road International Group Holding va créer à Djibouti, en face de la zone franche, une zone économique spéciale où il y aura une cité financière, des hôtels, des centres commerciaux, du sport nautique, des zones touristiques, etc. Cette rencontre a vu également la participation de l'ambassadeur de Djibouti accrédité en Chine, Abdallah Abdillahi Miguel. À l'issue de cette rencontre, le PDG de la société chinoise He Liu a présenté au président de la République ce projet d'investissement sous forme d'un album photo constitué des entreprises qui seront construites à Djibouti. Et à l'issue de son entretien avec le président Guelleh, le PDG de la société dénommée Touch Road International Holding Group, He Liu, a déclaré dans une brève interview qu'il va créer à Djibouti une zone économique spéciale où il y aura une cité financière, des hôtels, des centres commerciaux, du sport nautique, des zones touristiques, afin que la population djiboutienne en profite davantage de ces opportunités. Il a annoncé également que la cérémonie de lancement de ce projet d'investissement aura lieu mercredi 24 décembre 2014. Toujours nouvelle nationale, elle est née hier, le 21 décembre 2014, vers 11h et a pour nom l'assurance maladie universelle. Pour son lancement officiel hier, une importante cérémonie a été organisée au Djibouti Palace Kempinski. Cérémonie présidée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, en compagnie de son épouse, la première dame, Khadra Mohamed Haïd, mais aussi du premier ministre Abdelkader Kamil, de l'ensemble du gouvernement, des parlementaires et des hautes autorités du pays, ainsi que de la société civile, notamment les représentants syndicaux, les retraités et autres. À cette occasion, le président de la République a remis hier les premières cartes d'assurance maladie aux premiers inscrits dans la liste établie par la Caisse nationale de sécurité sociale qui bénéficieront désormais de ce nouveau statut qu'offre l'assurance maladie universelle. L'AMO, l'assurance maladie obligatoire, le PASS pour le programme d'assistance de sécurité sociale, autant de nouveaux diminutifs dans le paysage linguistique djiboutien avec le lancement de ce nouveau projet de l'assurance maladie universelle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'assurance maladie universelle? En quoi consiste-t-elle? Qui en sont les bénéficiaires? Les réponses dans ce dossier préparé par Yahya Ali et commenté par Ahmed Ahmed. Ils sont chauffeurs de taxi, vendeurs, petits commerçants, ouvriers ou pêcheurs, des travailleurs indépendants qui parfois vivent au jour le jour. Des travailleurs qui exercent aussi des petits métiers rudes qui demandent une santé de fer, suffisamment pour braver la houle et le froid. Ces pêcheurs viennent de regagner la terre ferme après 4 jours passés au large. Leur prise, 170 kilos, essentiellement des requins et des barracudas. Des espèces dont le prix varie entre 500 francs pour les requins à 1600 francs pour les mérous. Pour Ahmed Salah, 35 ans, et plus de la moitié de vie dédiée à la pêche. La mer ne nourrit plus son homme et les pêcheurs laissent chaque jour un peu plus de leur santé sans pouvoir se soigner. Comme les pêcheurs,
Ils sont des centaines de milliers, privés de soins et insuffisamment pris en charge. Alors le gouvernement les invite pour rejoindre la nouvelle assurance maladie. C'est le cas de Jamila Mohamed, boutiquière, qui a failli fermer sa boutique à cause des coûts de la santé. Pour s'en sortir, elle s'affilie à l'assurance maladie universelle dans la catégorie des travailleurs indépendants. ma awoodin tukaankayga kala dhacay anoo sidii u fikirayo le mar walba ma xad shaqayso dhakhtar baad ku bixin buu ilaahay ka hadalsiiyay raadiyoogii aan ka maqlay dadkii u horeeyay caafimaadka ku orday ismiga soo qoranaha 15 kun markaan badaadkii geeyay way xisaabiyeen bishii waxa ka go'aya 1050 francs par mois, c'est 35 francs par jour. Jamila cotise donc de 35 francs par jour pour sa santé et celle de ses 3 enfants. C'est moins que le prix d'une baguette et demie de pain. Avec la contribution des travailleurs indépendants et une augmentation des cotisations des affiliés, le gouvernement compte mettre également le prix pour permettre aux plus défavorisés d'avoir quant à eux une couverture médicale gratuite. Ce programme est dénommé le PASS, le programme d'assurance santé sociale. Il est dédié pour les défavorisés qui pourront désormais se soigner gratuitement. Les futurs bénéficiaires du PASS sont en train d'être recensés. L'AMU se veut donc un système basé sur la solidarité où toute la population pourrait avoir une couverture médicale universelle. Et parmi les participants hier à la cérémonie de lancement officiel de l'assurance maladie universelle, nous avons recueilli les réactions de 2 personnalités importantes qui soutiennent l'AMU. L'un, c'est la star nationale de l'athlétisme, en l'occurrence Ayane Le Suleiman, champion du monde des 1500 mètres et porte-flambeau de l'AMU. Et l'autre est le secrétaire général de la plus grande centrale syndicale de Djibouti, Hassan Ali. Tous les deux félicitent le chef de l'État pour cette initiative qui, ont-ils dit, fait avancer notre pays dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement sur le droit à la sécurité sociale, mais aussi des objectifs du Bureau international du travail. Ainsi, syndicalistes, travailleurs et même sportifs sont unanimes sur le bien fondé et le besoin d'une couverture maladie universelle. Très important pour sa population. Aussi, cette journée est-elle déjà une journée historique, puisque je peux vous dire qu'au niveau africain, il n'y a que 2-3 pays qui peuvent se targuer d'avoir à leur disposition un système d'assurance maladie qui fonctionne parfaitement. Beaucoup d'autres pays essaient de s'approcher de ça. Donc nous pouvons estimer qu'à Djibouti, nous sommes parmi les tout premiers pays à vouloir mettre en place un système d'assurance maladie. Et ça, c'est totalement le président de la République qui a, du début à la fin, non seulement eu cette idée, mais qui aura fait un projet viable et qui pourrait être un jour implémenté à Djibouti. Voilà, donc c'était le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, au micro de nos confrères Mohamed Abdelrahman et Fatouma. Et après avoir été reçu par le président de la République, la délégation d'hommes d'affaires chinois a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette importante délégation d'investisseurs chinois en séjour de travail à Djibouti a été conduite par le président directeur général du Touchwood International Holding Group, He Li-hu. Rappelons que ces hommes d'affaires chinois envisagent d'investir à Djibouti. Cette rencontre a vu la participation du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, et de l'ambassadeur de Djibouti accrédité en Chine, Abdallah Abdullahi Miguel. Autre nouvelle du pays, une délégation du Conseil des pays du Golfe arabe sont venus à Djibouti pour notamment constater les opportunités d'investissement. Cette délégation était composée du secrétaire général adjoint Abdallah Hamad Al-Sher, conseiller auprès du Fonds saoudien, de Fawzi bin Dawan Al-Sawad, expert en développement auprès du Fonds saoudien, Abdurrahman Choussa Al-Harbi, ingénieur, Shahin Ali Al-Kaabi, chef de département des projets de développement au ministère des Affaires étrangères, ainsi que le directeur du département arabe du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, Marwan Al-Ghanin. Ils sont venus pour visiter les différents ports de Djibouti et durant leur visite,
visite, ils étaient accompagnés de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti et du conseiller du président Fahmi Al-Hag. La délégation a tout d'abord visité le port de Djibouti, puis se sont rendus au port d'Oralé. Ils ont été accueillis par le directeur général du port d'Oralé et du directeur commercial. Cependant, les responsables ont expliqué aux délégations les mécanismes du fonctionnement de ce port. Et enfin, la délégation a clôturé sa visite de travail au Free Zone où ils ont été accueillis chaleureusement par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, qui a rappelé les projets à long terme et les infrastructures portuaires dont dispose Djibouti. L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre de la dotation de prêts pour financer les projets. Cette visite a également pour objectif de mettre en exergue les opportunités offertes par les investissements. À la une également, en collaboration avec le secrétariat d'État à la solidarité nationale et la mairie de Djibouti, la commune de Boulaos a mis aujourd'hui en place les conseils des quartiers, ce qui marque le début officiel de leurs activités. La cérémonie de lancement de ces activités, qui s'est déroulée à l'UNFD, a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran et la présentation d'un sketch de sensibilisation qui relate le rôle attendu des conseils des quartiers à la fois lors des campagnes de vaccination, de distribution des vivres, de nettoyage, de prévention face à l'incivisme et aux actes de délinquance, voire les mesures sécuritaires à prendre, d'autant que les menaces terroristes sont toujours à prendre au sérieux. Les conseils des quartiers sont des organes participatifs et consultatifs qui renforcent la décentralisation. Ils permettent aux habitants d'un même quartier d'évoquer et de résoudre ensemble leurs problèmes. Cette forme d'échange de consultation renforce le processus de prise de décision de manière consensuelle et démocratique. C'est ce qu'a annoncé certains responsables, dont la secrétaire générale de l'UNFD, Hawa Jamaile. Ils ont ainsi présenté comme étant une forme de démocratie participative. Et par la suite, dans son intervention, la secrétaire d'État chargée de la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a insisté de son côté sur les rôles et l'importance des conseils des quartiers, qui devront, a-t-elle souligné, œuvrer exclusivement pour l'intérêt de leurs citoyens. On attend beaucoup de différents conseils des quartiers, a-t-elle indiqué. La tâche n'est pas facile, comme l'a souligné la secrétaire d'État. À l'UNFD, ces conseils des quartiers devront représenter les habitants et leur venir en aide dans toutes les circonstances, a poursuivi Zahra Youssouf. Chaque fois qu'une rencontre a lieu, ils devront œuvrer pour faciliter la mise en place et les préparatifs de toute assise. Les conseils de quartier de la commune de Boulaos devront être les porte-parole des citoyens de la commune, a-t-elle indiqué. Les habitants de la commune de Boulaos ainsi que leurs conseils des quartiers devront travailler main dans la main et pour un même objectif qui est le développement, a conclu la secrétaire d'État à la solidarité nationale. Et en nouvelle du pays toujours, installation des panneaux routiers. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jama El-Mioukiye et son collègue en charge de l'intérieur, Hassan Omar Mohamed, se sont rendus hier après-midi sur la route nationale 1 à la hauteur du collège Hayel Saïd et de l'hôpital de Balbala, où s'est récemment produit un accident qui a coûté la vie à un enseignant. Les deux ministres ont procédé à la pose des panneaux de sensibilisation sur la sécurité routière en présence des hautes personnalités du MENFOP. Il faut dire que le trafic dense sur cet axe routier présente un risque et un danger permanent pour la sécurité des élèves et des enseignants du collège. C'est donc dans le souci d'améliorer et de renforcer le dispositif de sécurité routière que les deux ministres ont décidé de mobiliser les moyens à leur disposition. Depuis lors, des bandes de sécurité pour les passants, des feux de circulation et des panneaux de sensibilisation sur la sécurité routière ont été installés sur le site. Le MENFOP et le ministère de l'Intérieur ont pris donc des mesures fortes pour assurer la sécurité et la protection des élèves et des enseignants qui doivent traverser cet axe routier où le trafic important est source de risque pour leur intégrité physique. Aussi, un accent particulier a été mis sur la sensibilisation et la prévention afin d'améliorer la sécurité routière. La même opération s'est poursuivie à la hauteur de l'école de Boulaos sur la route Siesta, qui constitue aussi une route à risque pour les élèves fréquentant cet établissement. Enfin, d'autres panneaux seront déployés prochainement sur tous les axes routiers à danger pour les enfants et des livres sur la sécurité routière sont en cours de conception au CRIPEN.
Et pour clore l'actualité nationale, l'association Génération du Concret de Djibouti a organisé aujourd'hui un atelier de restitution, de validation et de recommandation de la semaine nationale de vulgarisation et de sensibilisation des actions majeures du gouvernement. Cet atelier qui s'est déroulé au Sheraton Hotel a été présidé par le président de l'association Génération du Concret, Nasser Ibrahim, en présence du secrétaire général de l'association, Mohamed Mahamoud, et des experts, notamment Shalmak Idriss, directeur de l'INAP, chargé de la société civile, Abdelkader Hassan, enseignant à l'université et chargé des affaires justice sociale au sein de l'association du Concret, ainsi que des représentants de la société civile de la capitale et des régions de l'intérieur. Il faut noter que durant leur parcours dans Djibouti-Ville et les régions, les experts de l'association Génération du Concret ont évoqué avec les habitants des différents secteurs ainsi que les sages et les décideurs les thèmes suivants: l'éducation et la formation, l'énergie, sécurité publique, décentralisation, sport, loisirs et culture, justice, assainissement, voirie et aménagement urbain, sans oublier bien sûr l'emploi, le chômage et l'accès à l'eau. Rappelant que cet atelier clôture la semaine nationale de vulgarisation et de sensibilisation des actions majeures du gouvernement durant ces 15 dernières années. Enfin, sachez que ce rapport sera transmis au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et dans son discours d'ouverture de l'atelier de restitution de la semaine nationale de vulgarisation et de sensibilisation des actions majeures du gouvernement, le président de l'association Génération du Concret a rappelé que cet atelier a pour but principal de mettre en exergue les acquis de ces 15 dernières années dans notre pays. Recommandations formulées par les différents participants, nous ne pouvons qu'être optimistes et confiants dans ce combat contre le pessimisme de certains de nos compatriotes qui ont choisi délibérément de se bonder les yeux au lieu d'examiner avec sagesse les efforts engagés en matière de développement économique et social par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, durant ces 15 dernières années. En nouvelles du monde à présent, d'abord en Tunisie, où la commission électorale tunisienne a déclaré ce lundi après-midi Beji Ayed Essebsi vainqueur du second tour de l'élection présidentielle avec 55,68% des voix. Il devance ainsi le président sortant Mansif Marzouki qui a obtenu 44,32% des suffrages. Mais bien avant l'annonce de ces résultats, le porte-parole du candidat de l'Alliance laïque Nida Tunes, Beji Ayed Essebsi, a revendiqué hier la victoire au second tour de l'élection présidentielle. Cette annonce, contraire au règlement, a été contestée par le camp de l'autre candidat à Mansif Al-Marzouki. Mohamed Abdurrahman nous fait le point. Le candidat de l'Alliance laïque Nida Tunes, Beji Aïdis Essebsi, a revendiqué hier la victoire au second tour de l'élection présidentielle en Tunisie, aux dépens du président sortant Mohsef Marzouk, et alors même que les résultats officiels ne sont pas encore connus. Selon Mohsen, directeur des campagnes d'Essebsi, les indications montrent que le candidat Nida Tunes, qui est également été ministre d'Habib Bourguiba, a remporté le scrutin avec une marge confortable. Mohsen Mohbin n'a pas détaillé ses sources, mais les partis tunisiens placent fréquemment des observateurs dans les bureaux de vote afin d'observer le dépouillement des bulletins. Mais le camp du chef de l'État sortant a immédiatement rejeté les propos de son adversaire, jugeant prématuré de dire qu'il était le vainqueur, alors que l'instance supérieure indépendante pour les élections espère être en mesure d'annoncer des résultats aujourd'hui. Ce qu'a déclaré les responsables de la campagne Beji Aïdis Essebsi sur claire victoire et sans fondement, a estimé le directeur de campagne de M. Marzouk Aden Manser, évoquant un écart tertiaire de quelques milliers de voix. Hier, le seul chiffre officiel concernant le taux de participation, ces derniers étaient à la fermeture des bureaux de vote vers 18h pile de 59,4% selon l'ICI, qui a précisé que ce chiffre en baisse par rapport à celui du premier tour qui était de près de 65% était susceptible d'être affiné. Et enfin, en Irak, le chef des Kurdes d'Irak, Masoud Barzani, a célébré hier les succès militaires remportés ces derniers jours par les Peshmerga et les combattants yazidis sur le groupe État islamique. Il a effectué une visite au mont Sinjar qui était assiégé durant des mois par les djihadistes. Fardous Hussein.
Le chef des Kurdes d'Irak, Massoud Barzani, a célébré hier les victoires remportées ces derniers jours sur le groupe État islamique, en effectuant une visite sur le mont Sinjar, assiégé durant des mois par les djihadistes. Soutenus par des frappes de la coalition internationale, ils ont réussi à briser le siège imposé depuis septembre par les djihadistes de l'État islamique, leur infligeant ainsi un revers significatif dans cette région frontalière de la Syrie. Un convoi de 32 camions a acheminé samedi aux réfugiés yézidis du mont Sinjar de la nourriture, des tentes, de fournitures médicales. Aucun de ces réfugiés ne semble avoir quitté la montagne, attendant de connaître l'issue des affrontements en cours. C'est le sort des yézidis assiégés par l'aile, ainsi que la progression des djihadistes vers Erbil, la capitale du Kurdistan autonome, qui a incité Barack Obama à ordonner des bombardements aériens contre le groupe État islamique en août. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et très bonne soirée à toutes et à tous.